si neve bianca al primo sole. On me donne le micro? Oui, voilà, ça y est. Vous m'entendez? Ceux qui sont dans la salle, ceux qui sont à distance. C'est un vrai plaisir de vous accueillir à nouveau pour ces Midi Minatek. On commence là une petite session de trois Midi Minatek qui vont se succéder jusqu'au 2 décembre et qui s'inscrivent dans le cadre des 15 ans du Carnot Énergie du Futur. Et je ne vais pas m'étendre parce que vous allez en entendre, Christian Scheffer va vous en parler. Je vais juste vous dire que vendredi prochain, donc le 25 novembre, nous aurons le plaisir d'accueillir Daniel Linco, qui est directeur de recherche émérite au CNRS et professeur invité du Collège de France, chaire innovation technologique Liliane Bettencourt. C'est un spécialiste du photovoltaïque, c'était le directeur de l'Institut photovoltaïque l'IPVF de l'Île-de-France. Et il nous propose de nous parler du photovoltaïque. Est-ce que le photovoltaïque serait l'amorce d'un nouvel héliocène, l'ère du soleil, centré sur le soleil? On en a déjà eu une. L'humanité a commencé par un héliocène. On est passé à un anthropocène aujourd'hui qui nous met en difficulté. Peut-être que le soleil, en retournant vers le soleil, nous démarrons une nouvelle ère. Et maintenant, je vais donner la parole, bien entendu, à Jacques Percebois, mais avant tout, je vais laisser Christian Scheffer lui faire cette introduction. Oui, merci Amal. Bonjour à tous. Effectivement, Carnot a 15 ans, 15 ans d'activité sur le site grenoblois, 1800 chercheurs qui travaillent dans le domaine de l'énergie dans toutes ses dimensions. Et donc, on a effectivement un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Jacques, qui va venir nous parler du marché de l'énergie, qui vient accompagner toutes les initiatives que l'on a au niveau du Carnot. Carnot, c'est 1800 chercheurs sur la place grenobloise, une dizaine de laboratoires académiques et puis les 4 départements du CEA Liten. Et donc, autour de ces 15 ans, un bilan d'activité avec quelques 1000 entreprises qui nous ont accompagnés, qui nous ont fait confiance pour notre professionnalisme et pour la dynamique que l'on a mis en place dans le domaine de la recherche et l'innovation. Je laisse sans plus attendre la parole à Jacques, qui va vous parler de ce marché de l'énergie, un sujet ô combien d'actualité. Bien, merci. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors, en effet, je vais vous parler de projets de réforme du marché de l'électricité. L'électricité, ce n'est que 25% de toute l'énergie finale consommée en France. Donc, ce n'est qu'une partie de l'énergie. Alors, c'est un sujet d'actualité. En même temps, je n'ai pas la solution, je n'ai pas la réponse à la question, mais aujourd'hui, il y a en effet plusieurs hypothèses qui sont envisagées, et donc c'est intéressant de faire un peu un point, même si c'est dans un délai relativement court. Alors, il faut commencer par un constat. Quelle est aujourd'hui la structure de la production d'électricité en France? Ce sont les chiffres de l'année dernière, de 2021, on n'a pas encore les chiffres de 2022, bien sûr. Vous voyez, sur les 523 TWh produits, vous avez à peu près 70% de nucléaire, un petit peu moins. Avant, on était à plus de 75%. L'hydraulique, c'est 12%. L'éolien et le solaire, ensemble, ça fait à peu près 10%. Le gaz, un peu plus de 6%. C'est important, le gaz, vous allez voir pourquoi après. Donc, le gaz, ce n'est que 6%. Et le reste, c'est un peu de charbon, de fioul et de biomasse. Alors, les énergies fossiles continuent à jouer un rôle important dans les mix électriques des pays européens. Ça, c'est une étude que j'ai menée avec un collègue du CEA, Stanislas Pommeret. Alors, vous voyez que tout ce qui est en noir ou en gris, ce sont des fossiles. En jaune, c'est le nucléaire. Alors, on voit déjà que c'est très différent d'un pays à l'autre. On voit que tous ont cherché à réduire la part des fossiles, en particulier du charbon. Souvent, d'ailleurs, en remplaçant le charbon par du gaz, qui est en gris ici. Les efforts sont différents d'un pays à l'autre. On voit que l'Italie a fait de gros efforts. La Pologne, pour l'instant, reste encore très fortement dépendante du charbon. La France, ça ne vous surprend pas, a un poids du nucléaire qui est relativement élevé. On voit ici, c'est la partie en jaune. Alors,
Pour l'électricité, ce qui est important, c'est de partir d'un constat, là encore, l'électricité ne se stocke pas, du moins sur le plan économique, à grande échelle. Par conséquent, il faut que l'offre suive instantanément la demande. Et on est soumis à des pointes. Alors, il y a la fameuse pointe du matin. Pour l'électricien, ce qui compte, c'est la puissance appelée. Donc, il y a la pointe du matin. Aujourd'hui, c'est entre 9 et 13. Puis, il y a la pointe du soir entre 18 et 20 heures. Donc, c'est, je dirais, classique. Il faut donc pouvoir passer la pointe et faire face en permanence à la demande. Je vais vous parler essentiellement du marché de gros aujourd'hui. Quand vous achetez un kilowattheure sur le marché de détail, vous aviez, parce que c'est plus tout à fait vrai, à peu près 3 tiers. Un tiers, c'est le coût de fourniture, la production d'électricité, dont une partie est vendue sur le marché de gros. C'est de ça dont je vais parler. Un tiers, c'est le coût des réseaux. Là, ça ne se discute pas, c'est la commission de régulation qui fixe les péages d'accès au réseau de transport et de distribution d'électricité. C'est comme les péages d'autoroute, c'est fixé chaque année par la commission de régulation. Et puis vous avez un tiers, ce sont les taxes. Là non plus, ça ne se discute pas, c'est le Parlement qui les fixe. Donc, on parle du tiers important, c'est-à-dire la fourniture d'électricité, qui aujourd'hui représente un peu plus qu'un tiers pour les raisons que je vais expliquer. Alors, cette électricité produite, elle n'est pas nécessairement vendue sur le marché. Vous avez ce qu'on appelle un marché de gros. Alors, on voit ici que sur l'électricité qui est produite, une grande partie est vendue hors marché. Tout simplement, prenons l'exemple très simple, EDF, en tant que producteur, vend à EDF fournisseur. Il ne repasse pas nécessairement par le marché. Donc, ce marché ne concerne qu'une partie d'électricité, mais il joue un rôle déterminant parce que beaucoup de contrats d'électricité prévoient une indexation sur le prix du marché de gros. Et c'est ce prix du marché de gros aujourd'hui qui joue un rôle tout à fait déterminant parce qu'il donne une indication sur la tension entre l'offre et la demande d'électricité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Surtout en 2022, ça a commencé déjà en 2021, en juin 2021. Ce qu'on observe, c'est une envolée des prix de gros de l'électricité due à 2 facteurs. Le premier facteur, c'est la hausse du prix du gaz. Alors, ça peut vous sembler étonnant. Je vous ai dit tout à l'heure que le gaz ne représente que 6% de la production d'électricité. Mais nous avons un marché européen, nous sommes interconnectés avec les autres pays européens et la logique de fixation du prix de gros fait que le prix du gaz va être tout à fait déterminant. Le deuxième facteur qui joue un rôle important, et notamment en France en ce moment, c'est le manque de capacité de production pilotable, notamment du fait des problèmes que rencontre le nucléaire. C'est-à-dire que le parc nucléaire n'est pas au rendez-vous, donc c'est un élément qui va expliquer la hausse du prix. Je donne un exemple. Traditionnellement, à cette période de l'année, on devrait avoir sur le marché de gros un prix de l'ordre de 70 à 80 euros le mégawattheure. 70 à 80 euros le mégawattheure, ça fait 7 à 8 centimes le kilowattheure. Eh bien, ce soir, à 19 h, nous serons à 325. Et nous avons connu beaucoup plus il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc, il y a vraiment une envolée très importante qu'on trouve aujourd'hui un peu partout en Europe et qu'on constate en particulier en France. Alors voilà l'évolution du prix de l'électricité sur le marché de gros européen. Vous voyez qu'on a dépassé 700. Il y a même eu un pic à 1000 euros. Donc c'est tout à fait anormal. Et pour expliquer cela, il faut comprendre la logique de fixation du prix de l'électricité. Alors, c'est le prix du gaz, je vous l'ai dit, qui va être déterminant. Vous allez voir pourquoi. Là, c'est le prix du gaz. Alors, en bleu, en haut, c'est le prix du gaz en Europe. Il a baissé récemment. Malheureusement, il est reparti à la hausse hier et avant-hier. Pour donner un ordre de grandeur, le prix du gaz hier était à 126 euros le mégawattheure. Il faut 2 mégawattheures de gaz pour faire 1 mégawattheure d'électricité. Donc déjà, si vous additionnez 2 fois 126 euros, vous voyez, le prix de l'électricité est nettement supérieur. Vous avez le prix américain qui est en bas. Les Américains ont beaucoup de gaz et eux, ils restent avec un prix relativement bas. Et l'Asie a la chance d'avoir un prix du gaz qui est moins élevé que le prix européen, tout simplement parce qu'ils ont eu, si j'ose dire, l'intelligence de garder des contrats indexés sur le prix du pétrole et non pas de faire confiance à des contrats indexés sur le prix de gros du gaz. Parce que c'est le prix de gros du gaz qui s'envole et c'est lui qui est fixé tous les jours. Il faut tenir compte aussi du prix du carbone, parce que lorsque vous faites de l'électricité avec des énergies fossiles, vous devez payer le carbone correspondant. Et le prix du CO2 s'est envolé. Il existe un marché du CO2. Il a atteint 100
€ la tonne. Et aujourd'hui, il est un peu plus bas, autour de 80 € la tonne. Mais il faut en tenir compte dans le prix de l'électricité. Alors l'autre élément indéterminant, je vous l'ai dit, c'est la baisse de la disponibilité du parc nucléaire. C'est logique que la disponibilité du parc nucléaire diminue, je dirais, en été pour remonter ensuite vers l'hiver. Mais vous voyez, la courbe en bleu sur l'année 2022, elle est très en dessous de ce qu'on avait observé jusqu'à maintenant. Donc, on a un problème de disponibilité, en effet, du parc nucléaire, puisque près de la moitié environ des centrales aujourd'hui sont à l'arrêt. Alors, le point important, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez à gauche l'évolution, le niveau des coûts moyens de l'électricité. Le coût moyen, ce que les économistes appellent le LCOE, bon, c'est le terme anglais, c'est le coût moyen qui tient compte à la fois des coûts fixes et des coûts variables. Il y a à la fois l'équipement et les coûts de fonctionnement, le combustible. Alors, vous voyez, l'ordre de mérite, vous avez l'hydraulique, le nucléaire, le charbon, le gaz, et puis les renouvelables. Il y a beaucoup de coûts fixes dans les renouvelables. Ça, ce sont des chiffres de la Banque mondiale. Hein. C'est des moyennes au niveau mondial. Donc, quand vous regardez les coûts moyens, il y a quelque chose qui est frappant, c'est que pour le nucléaire, comme pour les renouvelables, il y a une forte proportion de coûts fixes. Ce qui coûte cher dans le nucléaire, c'est l'équipement, c'est le réacteur, hein, c'est les coûts de construction du réacteur. C'est pareil pour les renouvelables. Les renouvelables, ce qui coûte cher, ce sont les équipements. Il y a très peu de coûts de fonctionnement. En revanche, à droite, vous avez le coût marginal, c'est-à-dire le coût variable. On ne tient compte cette fois que, pour dire l'essentiel, du coût du combustible. Donc, le coût variable pour les renouvelables ou pour l'hydraulique au fil de l'eau, il est quasiment égal à 0. Et donc, vous avez ensuite le coût variable du nucléaire qui est modeste. Les coûts variables dans le nucléaire, c'est faible. Ensuite, le coût variable du charbon et du gaz. Le système, d'ailleurs, a été construit lorsque l'essentiel du parc était un parc thermique avec beaucoup d'électricité d'origine fossile. Et donc, la logique, c'était bien d'appeler les centrales dans l'ordre des coûts de fonctionnement croissants. C'est ce qu'on appelle la logique du merit order, de l'ordre de mérite. Eh bien, cette logique fait qu'on appelle ces centrales dans l'ordre qui est à droite et le prix d'équilibre va se faire en fonction du coût marginal, c'est-à-dire que le prix d'équilibre sur le marché heure par heure est égal au coût de fonctionnement de la dernière centrale dont on a besoin. Et c'est ce qu'on appelle des enchères à prix limite. On dit ça encore, des enchères à la française. Enchères à prix limite, ça veut dire que tout le monde reçoit le prix d'équilibre. Donc aujourd'hui, sur le marché, ce qui se passe, il y a un prix par heure, c'est-à-dire qu'il y a 24 prix chaque jour. On fixe le prix la veille pour le lendemain, c'est ce qu'on appelle le marché DED. Et donc, le prix d'équilibre est calé sur le coût de fonctionnement de la centrale dont on a besoin pour équilibrer le système. Comme le prix du gaz s'est envolé, le prix de l'électricité s'est envolé. On comprend dès lors que les centrales dites inframarginales, c'est-à-dire les centrales qui ne sont pas des centrales à gaz, bénéficient de rentes qui sont relativement importantes. En temps normal, ces rentes permettent de financer les coûts fixes. Donc, si le parc est optimal, eh bien, grosso modo, la rente inframarginale finance les coûts fixes. Aujourd'hui, cette rente inframarginale, c'est-à-dire cette rente récupérée par les centrales qui ne sont pas des centrales à gaz, est excessive. Ils peuvent faire des profits très importants. C'est d'ailleurs un des projets de la Commission européenne que de dire qu'il faut récupérer une partie de ces profits. Alors, ça explique que les prix de l'électricité se sont envolés. Les Français sont relativement protégés. Vous voyez, on est en bas parce que les prix ont été... ça, c'est les prix pour le consommateur domestique. Attention, c'est le TRV, tarif réglementé de vente, c'est-à-dire c'est le prix pour les ménages. Alors, ce prix a été fixé grâce au bouclier tarifaire. L'augmentation n'a été que de 4% en 2022. Elle aurait dû être au moins de 35%. Le gouvernement a annoncé que l'année prochaine, il y aurait une augmentation de 15%. Mais normalement, il faudrait payer plus cher. Les industriels français, les professionnels, eux, évidemment, payent un prix qui est calé sur celui du marché de gros. Ils n'ont pas l'avantage de ce tarif réglementé de vente, puisque les tarifs réglementés de vente ont été supprimés pour les professionnels. Donc aujourd'hui, quand vous achetez un kilowattheure, la moyenne, vous payez à peu près 202 € par mégawattheure, c'est-à-dire 20 centimes, c'est une moyenne, hein, par kilowattheure. Alors vous voyez que la moitié déjà, c'est le coût de production. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Aujourd'hui, c'est déjà la moitié coût de fonctionnement. Alors qu'est-ce qu'on a fait?
on a réduit les taxes. Le gouvernement a fortement réduit les taxes. Il ne peut pas réduire les coûts d'accès au réseau. Ça, ce sont des péages qui sont fixés par la Commission de régulation. Mais il a réduit les taxes et donc on a plafonné le coût pour le consommateur final domestique. Alors face à cela, quelles sont les solutions? Parce qu'au fond, le problème, c'est bien l'augmentation du prix du gaz qui impacte le prix de l'électricité sur le marché de gros, et tout ça se répercute sur l'ensemble des consommateurs. Une première solution, vous allez voir, il y en a plusieurs qui sont en discussion aujourd'hui. Une première solution, c'est de dire on continue avec ce système, mais on va essayer de réduire fortement la demande, et notamment aux heures de pointe, ça évitera de faire appel à trop de centrales à gaz. Bon, c'est ce qu'on appelle la sobriété, ça fonctionne, mais c'est relativement marginal. Ce n'est pas avec ça qu'on va régler le problème sur le fond. Mais enfin, c'est toujours ça de gagner. Vous avez vu que la consommation d'électricité a baissé de 5%. Alors certains s'en réjouissent en disant c'est de l'efficacité. Pas nécessairement. Une partie de la réduction tient au fait qu'on a réduit l'activité économique. Ça, ce n'est pas un bon signe, parce que ça veut dire que l'activité de certaines entreprises a été réduite. Des entreprises ont pu faire faillite. La deuxième solution que proposent certains, c'est de mettre en œuvre des enchères, cette fois non pas à la française sur la base du prix limite, mais des enchères sur la base des prix demandés. C'est ce qu'on appelle les enchères de type pay as bid. C'est le schéma suivant, c'est-à-dire que chacun reçoit le prix qu'il a demandé, éventuellement avec une marge. Donc le premier, les renouvelables, ils vont être moyennement rémunérés, le nucléaire aura un peu plus, les centrales au charbon encore un peu plus, et les centrales à gaz, elles, récupéreront leur coût variable, c'est-à-dire le prix du gaz. Alors, il y aura un problème pour récupérer les coûts fixes, mais ça, à la limite, on trouvera une solution pour financer les coûts fixes. Ce n'est pas le plus important pour les centrales à gaz, c'est le coût du combustible. Ce système ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Quand on est en surcapacité, il est évident que si vous voulez que votre centrale soit retenue au moment des enchères, vous n'allez pas vous montrer trop gourmand. Donc, vous avez tendance, pour augmenter la probabilité d'être tenu, à proposer un prix qui n'est pas trop différent du coût marginal. En revanche, en période tendue, vous savez très bien qu'on aura besoin de votre centrale. Donc, vous anticipez et vous êtes prêt à demander un prix qui est relativement élevé. Ça explique à ce moment-là que tout le monde se cale quasiment sur, je dirais, le prix limite. Donc, ça ne peut pas régler le problème sur le fond. Alors, on peut proposer d'autres systèmes. Par exemple, un système fondé sur la moyenne pondérée des coûts marginaux. Il se trouve que moi, j'ai fait une petite étude avec un collègue du CEA sur cette question en disant on pourrait faire la moyenne des coûts marginaux, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un prix qui est le prix tout en haut, tout le monde reçoit le même prix, on fait la moyenne des coûts marginaux heure par heure, une moyenne pondérée par la puissance appelée évidemment. Donc, le consommateur ne paiera que ce qui est en vert. Il ne paiera pas l'intégralité du rectangle. Alors, il y a un problème pour la centrale à gaz, parce que la centrale à gaz, elle ne récupère pas son coût variable, elle ne récupère pas le combustible. Ce n'est pas un problème, on verse une compensation. Le système est gagnant parce que vous ne payez pas ce qui est en bleu. Alors, c'est un système possible, ça peut marcher que sous certaines contraintes. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer les hypothèses fortes qui ont pu être faites, mais ça peut être une solution. Alors, on voit ce que ça donne ici. On a fait le calcul, nous, sur 6 mois. On l'a refait sur 2 ans. En rouge, c'est le prix spot. Vous avez en vert les prix, le coût marginal. Alors, le prix spot en rouge, c'est à la fois le coût marginal du gaz, puisqu'on fait l'hypothèse que le prix spot est égal au coût marginal du gaz. En bleu et en vert, vous avez le coût marginal du charbon et du gaz. Et la moyenne des coûts marginaux est en bas, elle est faible. Mais ça s'explique par le fait qu'il y a une grosse part de centrales nucléaires en France. Et donc, le coût variable du nucléaire étant faible, en faisant la moyenne pondérée, évidemment, vous faites chuter le prix d'équilibre. Donc, ça ne marche que sous certaines conditions. Alors, on verra si on applique ça. Vous aurez les transparents, mais je n'ai pas le temps de développer. Si on applique ça, on voit que ça aurait pu, par exemple, limiter la hausse du TRV, du tarif réglementé de vente qui a été appliqué pour 2022. Il y a d'autres solutions. Certains proposent de plafonner le prix du gaz utilisé dans la production d'électricité. C'est ce qu'on appelle parfois la solution ibérique. C'est la solution qui a été retenue par l'Espagne. L'idée est la suivante, puisque le problème, c'est le prix du gaz. Puisque le prix de l'électricité, c'est le prix du gaz, il n'y a qu'à décider de subventionner le gaz pour les électriciens. Et par conséquent, on subventionne le gaz utilisé par les centrales électriques. Vous réduisez automatiquement le prix de l'électricité.
C'est ce qu'ont fait les Espagnols. On voit ici, alors ça, ce sont des chiffres réels, on voit ce que ça a donné. En bleu, en bas, vous avez le prix spot espagnol, qui est 2 fois moindre sur la période, 2 fois moindre que le prix dans le reste de l'Europe. Vous avez en gris en haut, en gris clair, vous avez le prix du marché européen, c'est-à-dire ce qu'aurait dû être le prix. À partir du moment où on a mis en place la mesure, le 15 juin, on voit qu'il y a une déconnexion entre le prix espagnol sur le marché de gros et le prix du marché européen. Alors en fait, le consommateur n'a pas bénéficié de toute la baisse parce que le gouvernement a mis une taxe sur l'électricité qui fait que, en noir, c'est le prix qu'il paye réellement. Il a quand même bénéficié d'une réduction. Quel est l'inconvénient du système? Il y en a plusieurs. Le premier inconvénient du système, c'est que ça a eu tendance à faire croître la demande de gaz. Puisqu'on subventionne le gaz utilisé pour la production d'électricité, les électriciens ont eu tendance à utiliser plus de gaz. Le deuxième effet pervers, c'est que l'aide qu'on a donnée aux centrales électriques n'a pas été donnée aux consommateurs de gaz qui ne produisent pas d'électricité. Donc les autres clients, eux, de ce point de vue, n'ont pas bénéficié de cette aide. Un autre effet pervers, c'est que certains électriciens espagnols ont eu tendance, c'est humain, à exporter une partie de leur électricité vers la France parce que les prix de gros en France étaient beaucoup plus rémunérateurs. Donc, il y a eu un peu un effet pervers. Alors, le système avait été mis en place parce que les interconnexions entre la France et la péninsule ibérique sont beaucoup plus faibles que les interconnexions entre la France et le reste de l'Europe. Donc, en jouant sur des goulots d'étranglement au niveau des interconnexions, on pensait que cet effet pervers ne serait pas trop important. Il y a quand même eu un effet pervers. Il faut savoir qu'en Espagne, la part du gaz dans la production d'électricité est élevée, c'est 35%. Donc, ça a coûté cher, évidemment, il fallait subventionner, ça a coûté cher. Alors, ce système peut se défendre. La France est assez sensible à ce système. Il y a d'autres pays européens qui disent finalement, ça coûtera cher de subventionner le gaz, mais au moins ça baissera le prix de l'électricité et tout le monde en profitera. Mais les Allemands sont contre. Les Allemands notamment sont contre parce qu'eux, ils ne veulent pas subventionner le prix de leur gaz, d'autant qu'ils utilisent quand même plus de gaz que nous pour la production d'électricité, et parce qu'ils disent, de toute façon, nous, on vend beaucoup d'électricité aux heures de pointe aux Français, et par conséquent, cette subvention qu'on va accorder au gaz utilisé pour la production d'électricité en Allemagne va profiter aussi aux consommateurs français. Donc, ils proposent une autre solution. Une autre solution, c'est de taxer, en effet, c'est la solution 5, la rente inframarginale jugée excessive du nucléaire et des renouvelables pour subventionner les consommateurs d'électricité. C'est la solution que veut l'Allemagne, en disant, nous voulons récupérer une partie de la rente. D'ailleurs, la Commission européenne est assez sensible à ce genre d'argument. On va récupérer une partie de la rente inframarginale excessive, mais on va aider directement les consommateurs. Alors, les Allemands, ils ont une force de frappe financière très importante. Ils ont annoncé qu'ils avaient 200 milliards à distribuer. Alors, évidemment, le risque, c'est de faire de la concurrence déloyale. Ils vont subventionner leur industrie et ça va pénaliser les autres. Alors, en France, en plus, le système ne serait pas d'une grande efficacité. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas récupérer une partie de la rente. Mais on a un système particulier parce que je vous ai dit le principe. Mais la réalité est un petit peu différente. Parce qu'en France, le nucléaire, il est très largement régulé. C'est-à-dire que le nucléaire d'EDF, d'abord, le volume a beaucoup baissé. Je vous ai dit, on est aux alentours de 280 TWh pour cette année au lieu des plus de 400 qu'on connaissait. Et une partie de ce nucléaire est vendue à prix régulé. C'est l'Arenh, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, qui est vendue à 42 € le mégawattheure aux concurrents d'EDF. Une autre partie est vendue à ce même prix à RTE pour compenser les pertes de réseau. Et EDF s'est engagé à ne pas augmenter trop fortement ses tarifs en offre de marché en faisant à peu près un prix du même type. Donc finalement, la quantité d'électricité nucléaire qui peut être vendue au prix de gros, elle est relativement faible eu égard à la production de nucléaire aujourd'hui en France. Pour les renouvelables, ce n'est pas beaucoup mieux, avec quand même quelques nuances. Parce qu'une grande partie des renouvelables sont en contrat, comme on appelle contrat feed-in tarif, c'est-à-dire des prix d'achat garantis. Donc si vous avez un prix d'achat garanti, le prix est constant. Ou alors vous avez ce qu'on appelle un contrat en offre, mais avec compensation de marché, c'est-à-dire complément de rémunération. Vous avez un prix garanti, vous vendez au prix du marché. Si ce prix du marché n'est pas suffisant pour coïncider avec le prix qui vous était garanti, vous avez une compensation. Pendant longtemps, la compensation était positive. Mais si le prix du marché, ce qui est vrai aujourd'hui, est très supérieur
au prix qu'on vous a annoncé comme prix garanti, c'est vous qui rétrocédez à l'État le gain supplémentaire. C'est-à-dire que le complément marché devient négatif. Cela permet, par exemple, à la CRE de dire qu'entre 2022 et 2023, l'État devrait pouvoir récupérer environ 30 milliards d'euros sous forme de complément de rémunération négatif. Alors certains, d'ailleurs, profitent de cette solution pour sortir des contrats qu'ils ont signés. Parce que vous pouvez dénoncer le contrat dans lequel vous êtes. Je suis producteur d'électricité renouvelable, j'ai un contrat qui garantit un prix pendant une certaine période, je dénonce le contrat, je paye une pénalité, mais une fois que j'ai vendu mon électricité sur le marché de gros, je suis gagnant. Donc la CRE aujourd'hui essaye quand même de vérifier qu'il n'y a pas trop d'abus par rapport à ce type de comportement. On peut aussi taxer la rente inframarginale, cette fois pour subventionner le gaz. On pourrait concevoir que cette rente puisse subventionner les centrales à gaz. Ça reviendrait finalement à redistribuer la rente inframarginale. Elle irait des centrales qui ont trop de rente vers les centrales à gaz qui n'en ont pas. Bon, pour l'instant, la piste n'a pas été étudiée. Alors, la piste qui est aussi envisagée, c'est de mettre un plafond du prix du gaz. Aujourd'hui, la Commission européenne dit aux clients, négociez votre prix du gaz, c'est-à-dire refusez d'aller au-delà d'un certain seuil. Ce n'est pas facile, parce que si vous dites ça aux Norvégiens, ils peuvent répondre, écoutez, si vous ne voulez pas de mon gaz, ce n'est pas un problème, je vais le vendre en Asie. Les Américains, c'est pareil, si vous ne voulez pas du gaz au prix que je vous propose, eh bien, vous pouvez vous adresser à un autre fournisseur. Donc aujourd'hui, cette solution, elle relève un peu des vœux pieux. Alors il y a un système très intéressant que certains étudient aujourd'hui, c'est le double marché de gros. C'est ce qu'on appelle parfois la solution grecque. La solution grecque, c'est la suivante. On va faire 2 compartiments sur le marché de gros. Un compartiment à gauche avec les centrales pilotables qui ont beaucoup de coûts fixes en pourcentage, ce qu'on appelle les CAPEX. Donc, les centrales à fort CAPEX, c'est-à-dire à forte proportion de coûts fixes, comme le nucléaire, comme les renouvelables, pour faire simple, vont vendre au coût moyen, vont en quelque sorte satisfaire une partie de la demande et on va leur proposer un prix fondé sur le coût moyen qui permet de financer à la fois les coûts variables et les coûts fixes. Et la demande résiduelle sur la droite sera satisfaite par le système actuel, c'est-à-dire un marché avec des centrales essentiellement fossiles, qui utilisent des combustibles fossiles, et qui appliqueront le principe du prix calé sur les coûts marginaux. L'avantage du système, c'est qu'à court terme, ça peut permettre de régler un peu les difficultés. On ferait pour le consommateur une moyenne pondérée des deux prix. Et l'avantage, c'est que ce système peut être pérenne. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'on va décarboner le mix électrique, la part des centrales à coût fixe élevé va augmenter par rapport à la part des centrales à coût variable élevé. Et donc, le système peut être, je dirais, généralisable dans le temps. Ceci étant, pour le mettre en place, c'est quand même relativement complexe. Mais certains considèrent que c'est un élément de solution qui mérite d'être exploré. Alors, on peut aussi plafonner le prix de gros du marché de l'électricité en disant, écoutez, aujourd'hui, le prix est plafonné à 4 000 €. On pourrait le plafonner, mettons, à 300, 400, 500. Oui, mais le problème, c'est que si vous avez des centrales qui dépassent ce prix, vous faites comment? Donc, cette mesure semble avoir été, je dirais, abandonnée pour l'instant. Alors, il y a 2 autres solutions qui, aujourd'hui, retiennent un peu l'attention, du moins de certains. C'est le principe de l'acheteur unique. L'acheteur unique, c'est un peu ce qui avait été envisagé par la France au moment de la libéralisation, au début de la libéralisation du marché de l'électricité. Ça consiste à dire, bien sûr, on supprime les monopoles, mais on va demander aux gestionnaires du réseau, c'est-à-dire concrètement à RTE, de programmer les investissements et de faire des appels d'offres pour savoir qui est capable de produire dans les meilleures conditions. Donc, si on fait des appels d'offres, ça veut dire qu'on fait de la concurrence pour le marché, c'est-à-dire, appel d'offres, quel est le meilleur qui va gagner. Et une fois que vous êtes retenu, vous avez un contrat sur le long terme, ce sont des contrats à long terme qui permettent de récupérer les investissements. Et le producteur, récupérant ces investissements de façon garantie sur le long terme, pourra faire la même chose avec les fournisseurs qui s'adresseront à lui, c'est-à-dire des contrats à long terme de fourniture. Et le fournisseur pourra lui aussi faire des contrats à long terme avec ses clients. Donc, on abandonnerait un système où les prix sont faits heure par heure et sont très, très variables, très volatiles, pour un système où on aurait au fond une logique qui est fondée sur les coûts moyens et on récupère à la fois les coûts fixes et les coûts variables.
Ce système est séduisant. Certains disent aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire, il faut abandonner ce marché heure par heure et venir à des contrats à long terme. Ça n'exclut pas qu'on conserve un marché heure par heure, par exemple intraday, ce qu'on appelle intraday, c'est-à-dire des ajustements jour par jour, ou éventuellement un marché de ce type pour les relations aux frontières, c'est-à-dire qu'on pourrait faire, comme c'était le cas dans l'ancien temps, avant l'ouverture à la concurrence, permettre au fond aux échanges transfrontaliers de se faire à travers un marché de gros. Bon, c'est parfaitement possible. Donc cette piste aujourd'hui, elle est explorée de façon sérieuse, l'idée de contrat à long terme. Et la dernière solution, mais je vais la présenter rapidement, c'est ce que certains demandent. Pour l'instant, peu de gouvernements vont jusque-là, c'est de remettre en cause tout le système en disant on revient à l'ancien système, c'est-à-dire qu'au fond, on abandonne l'ouverture à la concurrence et on recrée un monopole public plus ou moins intégré et on revient en quelque sorte à la situation qu'on connaissait. Alors évidemment, ceux qui ont connu une situation où ça marchait bien, comme les Français, sont plutôt favorables. Ceux qui ont connu une situation où ce n'était pas nécessairement le cas sont beaucoup moins favorables. J'ajoute qu'une telle solution remettrait en cause complètement les directives européennes et même le fonctionnement aujourd'hui du traité de Rome, parce que le traité de Rome prévoit, même s'il n'a pas toujours été appliqué sur ce point, l'ouverture à la concurrence. Alors en conclusion, qu'est-ce qui me paraît important? Une réforme aujourd'hui est nécessaire, mais on voit qu'il y a des oppositions entre pays. Tout le monde ne pense pas la même chose. Et notamment, il y a un conflit très fort, même s'il n'apparaît pas toujours, entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne pense que c'est l'occasion pour elle de pénaliser la France qui avait la chance, d'avoir, je dirais, un accès à une électricité qui était une électricité relativement bon marché. Et aujourd'hui, la France pourrait dire, je reviens en quelque sorte sur mes bases qui étaient mes bases arrière, mais nous sommes demandeurs parce que notre parc nucléaire n'est pas encore au rendez-vous et nous avons besoin des importations allemandes. Mais on voit tout de suite que selon qu'on prend le point de vue des Italiens, des Polonais, des Allemands, des Néerlandais, des Français ou des Espagnols, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a conscience qu'on ne peut pas continuer à avoir un système qui est fondé sur des coûts variables qui varient aussi fortement heure par heure, qu'il faut trouver un système beaucoup plus pérenne et calé sur des coûts fixes. Au fond, il y a quand même deux systèmes qui apparaissent. On subventionne le gaz à court terme pour éviter l'emballement des prix de l'électricité. Et puis, on met en place un système qui, dans un premier temps, peut être un peu le système qu'on qualifie de grec, c'est-à-dire le double marché de gros, pour venir petit à petit à un système d'acheteur unique. Personnellement, je défends beaucoup la situation, la solution de l'acheteur unique, parce que c'est l'avantage des contrats à long terme qui sont calés sur les coûts fixes et les coûts variables. Merci. Merci beaucoup, Jacques Percebois. C'est franchement très intéressant et impressionnant. Cette analyse, elle est vraiment d'actualité. Bon, votre présentation est ouverte aux questions. Donc, si vous avez des questions, faites-moi signe. Oui, je vois une main levée là. J'ai des collègues qui vont vous apporter les micros. Voilà, ça va venir. Le premier était là, mais c'est pas grave. Allez-y, on vous prendra après. Bonjour, merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Pourquoi dites-vous que la solution de l'acheteur unique est incompatible avec les règles du marché européen? C'est un problème strictement juridique. Les clauses, et notamment la troisième directive, il y a des dispositions qui font qu'il faudrait les revoir. C'est incompatible avec le texte actuel des trois directives. Mais ceci étant, on peut changer les directives. Il ne s'agit pas de changer le traité de Rome, il s'agit d'adapter les directives. Donc c'est incompatible dans l'état actuel de la législation. Mais on peut décider de les rendre compatibles. Beaucoup de pays ne veulent pas d'acheteur unique. La France l'avait défendu au début. Elle s'est ralliée ensuite au marché en disant de toute façon, nous, on ne craint rien, on a une électricité bon marché, on va pouvoir exporter largement dans le reste de l'Europe. C'était un peu la position. On ne craint pas les concurrents. L'expérience montre que les choses ont un peu évolué dans le temps. Très bien, on a une question ici, oui. Allez-y.
Merci pour cette présentation. Sur la solution de l'acheteur unique, est-ce que ça repose bien, comme je l'ai compris, sur le fait qu'il va y avoir plusieurs producteurs? Si l'acheteur unique fait entrer en concurrence les producteurs, il faut qu'il y en ait plusieurs. Pour l'instant, en France, par exemple, il n'y a que EDF, que je sache, peut-être localement GEG, enfin, on m'avait parlé de ça quand je suis arrivé à Grenoble. On ne va pas multiplier les centrales qui servent ou ne servent pas selon que les marchés sont signés ou pas, non? J'ai besoin d'un éclaircissement là-dessus. Il n'y a pas qu'EDF comme producteur. Vous avez Total est producteur d'électricité, Engie est producteur d'électricité, vous avez d'autres producteurs qui peuvent, je dirais, apparaître. Vous pouvez avoir des filiales de groupes étrangers qui apparaissent et qui produisent. Vous avez tous les producteurs de renouvelables. Donc, si vous voulez, on peut mettre en place un système avec appel d'offres qui ferait que les producteurs actuels pourraient répondre, mais des filiales de groupes étrangers pourraient également se positionner sur le marché français. Ce système aujourd'hui est envisagé très sérieusement par le Japon pour financer de nouveaux réacteurs nucléaires. C'est un système qu'on appelle les PPA, c'est-à-dire qu'on dit à des producteurs, on veut développer le nucléaire qui est capable de financer, je dirais, des équipements. Et en contrepartie, vous aurez des droits de tirage proportionnels, évidemment, à ce que vous avez apporté comme financement. Alors, bien sûr, en France, on a un très gros producteur, mais ce n'est pas le seul. Donc, Engie a une vraie capacité de production, peut-être à partir du gaz, ou je ne sais pas, mais je croyais que tous les distributeurs achetaient à EDF pour redistribuer ensuite. Et que ceux qui produisent étaient obligés de vendre à EDF. Il y avait ça aussi à un moment. Qui est obligé de vendre à EDF? Je crois que tous les petits producteurs dont vous parlez là, mais je m'en fierai à ce que vous me direz, hein. Tous les petits producteurs étaient obligés de revendre, ne pouvaient pas vendre directement, mais étaient obligés de revendre à EDF. Et qu'EDF ensuite répercutait. Non, si vous êtes producteur de renouvelables, par exemple, vous êtes au contrat à prix garanti, EDF a l'obligation d'acheter votre production. Mais si vous êtes un petit producteur, vous pouvez vendre directement sur le marché. Vous pouvez négocier avec des consommateurs. Oui, absolument. Très bien. On a une question là. Mais comme on est aussi en visioconférence, il y a des questions à distance. Je vous souhaiterais bien. Eh bien, on va d'abord prendre une question à distance et puis je vous reprendrai après. Alors, je vais vous la lire. Donc, dans un contexte d'urgence climatique, la solution 11 n'a-t-elle pas avantage de maîtriser un mix énergétique qui permet de limiter l'impact climatique, quitte à mettre en concurrence les centrales de même type via des appels d'offres spécifiques? Donc, la question 11. La solution 11, c'est de revenir au système du monopole public, intégré ou non, qui est adossé à une planification à long terme. Donc, si vous voulez, c'est de faire fi des directives. Donc, certains la proposent. Peu de gouvernements la proposent. Aujourd'hui, personne ne dit on va mettre par terre toutes les directives. Il y a des syndicats qui proposent ça. Il y a des syndicats qui proposent de revenir à faire l'ancien système en disant finalement avant ça fonctionnait bien et puis il y avait une entreprise publique avec un gouvernement qui décidait quels étaient les investissements à faire et puis on faisait une tarification qui permettait de récupérer les coûts fixes. On pourrait financer comme ça. Mais aujourd'hui, c'est une solution possible, je l'ai énoncé, mais c'est une solution qui ne me paraît pas très crédible sur le plan politique. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, on va prendre une question en salle. Là, oui, devant. Oui, merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Vous avez beaucoup parlé des prix du marché spot. Je voulais savoir si les solutions que vous proposez, elles s'appliquent, enfin, si les problèmes et les solutions sont également valables pour tout ce qui est marché à terme. Donc, on achète de l'électricité pour l'année prochaine, le trimestre prochain, etc. Oui, alors je ne peux pas traiter tout en même temps parce que, si vous voulez, je n'ai pas pu parler des marchés à terme. Ce qu'il y a, c'est quand vous avez un marché spot, c'est vrai pour n'importe quel produit, c'est vrai pour le pétrole, c'est vrai pour l'électricité, c'est vrai pour les matières premières en général depuis le 19e siècle. On a un marché de gros à court terme et on a des anticipations sur les mois à venir ou les années à venir. À ce moment-là, ce sont des marchés à terme. Donc, sur ces marchés à terme, il y a deux types de comportements. Vous avez ceux qui vont sur les marchés à terme pour se couvrir. Par exemple, je vends à l'avance une production de cette année pour avoir la garantie d'un prix rémunérateur.
Ou en tant qu'acheteur, j'ai peur que les prix montent, j'achète aujourd'hui à l'avance, quelques mois à l'avance, à un prix donné, l'électricité dont j'ai besoin. Et ensuite, elle me sera livrée, ce qu'on appelle des forwards, c'est-à-dire qu'il y a bien une livraison physique. Et puis, vous avez ce qu'on appelle des futures, c'est-à-dire que vous avez à ce moment-là des comportements qui sont un peu différents. Je me positionne sur les marchés à terme avec l'objectif de prendre la position inverse dans quelques temps pour récupérer la différence, en quelque sorte. Donc ça peut être une forme de couverture, ça peut être une forme de sécurité, mais ça peut être aussi une forme de spéculation. Vous avez des gens qui vont sur les marchés à terme pour faire de la spéculation. Donc il est évident que si on supprime le marché spot à court terme, le marché spot au jour le jour, les marchés à terme vont s'adapter, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas le même type de marché à terme, bien sûr. Ça n'exclut pas qu'il y ait toujours des forwards, c'est-à-dire que ça n'exclut pas qu'il y ait toujours des gens qui achètent à l'avance, à un prix donné, une quantité qui sera disponible plus tard. Mais avec les contrats à long terme, c'est un peu ça. Les PPA, ça veut dire que j'ai la garantie de pouvoir tirer sur la production, j'ai des droits de tirage, en quelque sorte, et on me donne à l'avance pendant un certain temps un prix qui éventuellement peut être indexé. Tous les montages sont possibles. Très bien, on va prendre une question à distance. À nouveau, j'alterne. Je sais qu'il y a beaucoup de questions en salle aussi. Est-ce que le prix du gaz va permettre à EDF de se maintenir financièrement malgré les nombreux arrêts de centrales? Aujourd'hui, si vous voulez, le prix du gaz fait que le prix de l'électricité monte, mais encore une fois, EDF a plusieurs difficultés. La première, c'est qu'une grande partie de la production nucléaire est vendue à un prix régulé, que le TRV ne reflète pas le coût du gaz, et par conséquent, il n'y a qu'une petite partie de la production d'électricité qui est vendue vraiment au prix du marché de gros. Bon, alors ça tient aussi au fait que la disponibilité du parc nucléaire n'est pas ce qu'on espérait qu'elle serait. Alors maintenant, EDF vend également du gaz, mais enfin, le principal fournisseur de gaz en France, c'est Engie. Alors Engie, aujourd'hui, en effet, a plutôt des bons résultats parce que l'augmentation du prix du gaz se répercute sur le consommateur. Pour tous les consommateurs qui n'ont pas un prix garanti, d'ailleurs, le prix garanti en gaz, il existe un peu, le bouclier tarifaire existe un peu pour les petits consommateurs, mais il va s'arrêter en avril 2023. Donc là, les gaziers aujourd'hui font un peu plus de profit que les électriciens de ce point de vue. D'accord. Bien. Alors, une question en salle. J'avais vu une personne là, puis là, puis là. Donc, oui, j'ai repéré. Peut-être pas tout le monde. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, j'ai une question sur l'approvisionnement en gaz. Vous avez montré que l'Asie avait un approvisionnement en gaz complètement différent de l'Europe, en particulier sur des indexations pétrole, alors que l'Europe a pris une indexation spot, marché spot. Bon, on voit que c'est une erreur fondamentale d'anticipation de la situation actuelle. Est-ce que il est possible de renégocier dans quelles conditions ces contrats gaziers la première chose. Et la deuxième chose, c'est si on passe à un modèle d'acheteur unique, comment on va se faire la transition? C'est-à-dire du marché actuel à l'acheteur unique. La transition. Est-ce que les acteurs du marché vont demander des compensations? Est-ce qu'ils vont voilà. Est-ce qu'on peut juridiquement changer de règles du jeu avec des conséquences économiques importantes pour ces acteurs? Et est-ce qu'on peut organiser la concurrence sur des installations, avec le modèle acheteur unique, sur des installations existantes? Alors, la règle, c'est que le législateur vote la règle du jeu et que les acteurs s'adaptent à la règle du jeu. Donc, si le législateur change la règle du jeu, il y aura peut-être des recours en justice parce que le système aura des perdants et des gagnants. Et le juge, in fine, dira si le changement de règle pose vraiment un problème. Mais à partir du moment où le législateur décide que c'est comme ça, tout le monde doit s'adapter. Il y aura sûrement des perdants. En effet, il y a des petits fournisseurs qui d'ailleurs connaissent une situation difficile dans le contexte actuel, qui ne seront pas satisfaits de la situation. Mais dans le passé, si vous voulez, quand on a nationalisé l'électricité en France, Suez, qui était producteur d'électricité, est parti en Belgique. Donc, on leur a nationalisé leur production d'électricité. Ils sont revenus au moment de la libéralisation, si j'ose dire. Donc, la loi fait que on doit tenir compte de ce que disent les directives et de ce que dit la loi. Alors ensuite, les acteurs s'adaptent à la loi. Alors,
Il y a des perdants, il y a des gagnants. Mais ça, c'est la règle dans ce domaine. Alors, concernant le gaz, on peut en effet, alors il faut bien quand même rappeler que si on a un problème, c'est parce que le principal fournisseur de l'Europe, c'est-à-dire la Russie, fait défaut, en l'occurrence. Hein, c'est parce qu'on manque d'approvisionnement avec le gaz russe. La France est dans une meilleure situation. La part du gaz est plus faible que dans le reste de l'Europe, parce qu'en France, l'électricité joue un rôle plus grand que le gaz, mais aussi parce qu'on a mieux diversifié les approvisionnements. Les Allemands sont très dépendants parce qu'ils avaient très peu diversifié. Ils jouaient la carte du gaz russe qui était bon marché parce que livré par gazoduc. La France a été beaucoup plus prudente. Notre principal fournisseur, ça a toujours été, depuis longtemps, la Norvège. Et donc, on était un peu moins dépendant. Ceci étant, en effet, on peut aujourd'hui penser qu'il faut renégocier les contrats. D'ailleurs, la Commission européenne dit profiter de la situation pour renégocier les contrats. Mais pour renégocier un contrat, il faut être deux. Il faut évidemment que les fournisseurs soient d'accord. Et aujourd'hui, on cherche du gaz. Alors finalement, on dépend beaucoup maintenant des Américains. Et certains aux États-Unis considèrent que le gaz américain, il faut peut-être le garder pour l'Amérique et pas nécessairement l'exporter ailleurs. Alors on cherche du gaz en Afrique, on en trouve. On compte sur l'Azerbaïdjan qui a augmenté très fortement ses exportations, mais on voit bien qu'il n'y a pas une solution très très simple, d'autant que les contrats qui ont été signés avec la Chine par certains fournisseurs de gaz avec la Chine ou avec le Japon sont des contrats signés pour une longue durée, donc ils ne peuvent pas dénoncer ces contrats, bien évidemment. Merci beaucoup. On va prendre une question. On arrive à la fin de notre Midi Minatech, mais on va prendre une question à distance. Dans le cadre de la solution dite grecque, je comprends que c'est une vision purement financière liée au CAPEX fort. Mais prend-il en compte la contrainte technique aussi de pilotabilité des centrales, ce point divergent fortement entre ENR, nucléaire et autres centrales? Alors, je dois dire, c'est une solution qui est sur la table aujourd'hui, mais personne n'a exploré toutes les conséquences de cette solution. Alors ça, si vous voulez, au niveau du principe, ça ne peut pas être assez séduisant, parce qu'on met dans le même sac, si j'ose dire, à la fois le nucléaire et les renouvelables, qui ont quand même des contraintes tout à fait différentes. Alors on pourrait dire quand même que comme c'est le nucléaire qui fait très largement le suivi de charge, que les renouvelables sont prioritaires et que le nucléaire suit, c'est la situation actuelle, qui peut d'ailleurs sembler parfois un peu étonnante, parce que si le nucléaire fait le suivi de charge, ça veut dire qu'on arrête du nucléaire pour laisser passer des renouvelables. Bon. Mais si le prix de revient des renouvelables est plus faible que le prix du nucléaire, ça se justifie. C'est moins évident si le prix des renouvelables ou le coût des renouvelables est supérieur. Ensuite, dans le coût, est-ce qu'on prend en compte le coût du stockage lié à l'intermittence ou pas? Oui, tout de suite, ça complique. Alors maintenant, la mise en œuvre pratique, je dirais, de ce système-là, à ma connaissance, je peux me tromper, à ma connaissance, personne ne l'a étudié en détail. Mais c'est vrai que chacune des solutions aujourd'hui est un peu sur la table et un peu dans l'urgence, chacun essaye de faire avancer son option. Mais chaque option mérite d'être étudiée en détail, je suis d'accord. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va prendre une dernière question en salle. Je sais que Monsieur Percebois est encore avec nous, donc pour ceux qui sont ici, ils auront l'avantage de pouvoir encore discuter avec lui pendant la pause. Je propose de prendre quand même une dernière question en salle, qui était: est-ce que tu es partant? Oui? Voilà, on t'apporte parce que comme tu étais celui qui avait levé la main. Non, c'est au niveau de la spoliation des Français vis-à-vis de l'investissement qu'on a fait dans le nucléaire. À combien on estime qu'on est spolié? Je veux dire, si on revenait à un monopole comme on avait avant, on paierait, chaque Français gagnerait, chaque Français ou la France, combien on gagnerait? Je n'ai pas fait le calcul, il faudrait, si vous voulez, ça veut dire à ce moment-là, si on revenait à la situation d'avant et qu'on est 70 ou 75% de nucléaire, 12% d'hydraulique, si on faisait une tarification fondée sur la moyenne du mix électrique, le consommateur français serait gagnant parce que le nouveau nucléaire coûte plus cher. Hein, dire, le nucléaire amorti, la Cour des comptes l'a dit, c'est aux alentours de 50 à 60 euros, ça dépend comment on compte. Le nucléaire nouveau, on est plus proche de 100 euros. Hein, donc on n'est pas aux 42 euros de la reine. Hein, donc ce serait de toute façon plus. Resterait la marge, je dirais, des fossiles pour la pointe, c'est-à-dire qu'on serait obligé d'avoir quelques centrales à gaz ou d'importer aux heures de pointe. Là, dans l'état actuel des choses, ça coûterait plus cher. Mais si on faisait une tarification ou un prix qui est calé sur la moyenne des coûts moyens et non plus sur le coût marginal de la dernière centrale, à ce moment-là, le français, globalement, est gagnant. De combien? En milliards, je ne peux pas vous le dire.
Mais il serait gagnant, c'est sûr. Mais ça remet en cause tout le système de la libéralisation. Très bien. Eh bien, je vous invite à remercier à nouveau Jacques Persebois pour cet éclairage très, très intéressant de la situation que nous vivons actuellement et qui montre que vraiment la situation est très complexe. Alors, je vous donne rendez-vous à vendredi prochain pour écouter Daniel Linco concernant cette ère cette nouvelle ère héliocène qui peut-être se présente à nous. Je vous informe que pour ceux qui ont réservé des sandwichs, ils sont à votre disposition, mais que pour tout le monde, il y a un petit café avec des petites douceurs pour tous ceux qui sont présents ici. Donc, je vous remercie de votre présence et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.